sur Les Petits Câlins, et c'est Yves Robert qui m'a dit il y a cette fille qui était absolument géniale dans mon film. Et donc, Josie est arrivée à mon bureau, et je dois dire qu'on s'est marré tout de suite. Non, je m'attendais à un metteur en scène, et je vois un type qui a l'air d'un chanteur pop, qui avait les cheveux jusque-là. Donc déjà, ça détend, parce qu'on a l'habitude de rencontrer des mecs en costard-cravate, surtout à cette époque-là, metteur en scène. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, et j'ai pas vraiment passé de test. Non, aucun, parce que ça m'a fait marrer tout de suite. Non, je crois que ça a été le début d'une collaboration, parce qu'après, on a continué à travailler ensemble. Oui. C'est-à-dire que moi, j'avais... c'est vrai que, d'ailleurs, dans Les Petits Câlins, je dois te dire que j'ai regretté beaucoup de ne pas avoir écrit en fait, ton rôle en premier. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait un déséquilibre, c'était une histoire sérieuse avec des copines marrantes, et après, je me suis dit, c'est dommage qu'on n'ait pas raconté l'histoire de la copine marrante qui aurait eu, elle, une copine déprimée. Et c'est un petit peu, en fait, Les hommes préfèrent les grosses. Oui, ça a été ça. En fait, c'est la revanche. La revanche, le petit câlin, la revanche. Si tu es venu là pour me faire une scène, ton avance, tu peux te la foutre au cul. Mais t'as pas le droit de me le refuser, pauvre con. Mais je vais me gêner, espèce de poids tabac. T'as regardé sac à merde? Pas du cul. Tête de nœud. Tonneau. Oui. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous voulez, Muriel? Moi, j'avais écrit une pièce qui s'appelait Bunny's Bar, sous-titre, qui n'avait rien à voir, où les hommes, j'avais trouvé ce titre-là, où les hommes préfèrent les grosses. Et un jour, il y a une attachée de presse, qui est à l'époque attachée de presse, qui s'appelle Shula Siegfried, comment ça s'est passé, qui vient voir la pièce et qui me dit, mais bon, le titre est formidable, pourquoi t'en fais pas un film? À partir du titre, pas de l'histoire, parce que l'histoire Bunny's Bar n'avait vraiment rien à voir avec le film qui s'appelle Les hommes préfèrent les grosses. Et puis j'ai commencé, et très vite après, on m'avait, dans la production qui avait décidé de produire le film, on m'avait, disons, imposé quelqu'un que je ne citerai pas, mais avec qui il était difficile de travailler, parce que d'une autre génération. Et puis, donc, j'ai demandé à Jean-Marie de travailler sur un... Et on a tout réécrit, c'est-à-dire qu'il y avait un premier jet, et on a tout refait ensemble, et on s'est beaucoup amusé, parce que c'est vrai qu'aussi, c'était la première fois qu'on mettait en scène un personnage qui était, bon, celui que j'allais jouer, Lydie, ça c'est Lydie. Qui n'était pas une fille mignonne, qui est une fille qui avait des problèmes, qui avait du surpoids, et ça c'était très nouveau dans la comédie de cette époque-là. Oh, pénible ces mecs, ils arrêtent pas de me coller. Moi, j'aimerais bien qu'ils me collent un peu plus, tiens. Moi, je venais du Splendide, on avait fait Les Bronzés à l'époque. On avait fait les bronzés fondus, ce serait plus tard, c'était vraiment les bronzés. Et on était connus pour ça. Donc, d'un seul coup, c'était la possibilité de travailler sur des personnages, comme on avait fait au Splendide, mais dans d'autres styles, qui n'existaient pas avant à l'écran. D'habitude, la copine boulotte et rigolote, c'était le troisième rôle au fond à gauche. Et d'un seul coup, ça devenait le personnage central d'une histoire. J'en ai marre, comme truc de boudin! Je crois que ça a aussi influé sur pratiquement toute ma carrière, ce rôle-là, parce que d'un seul coup, il y a des tas de femmes qui se sont identifiées à une actrice, plus ou moins, dans un rôle qui n'existait pas avant. Avant, c'était, bon, on est la jeune première, ou on est la femme fatale, ou on est la mère de famille, mais il n'y avait pas des personnages comme ça qui sont dans l'ordinaire, mais à la fois qui sont très intéressants. Je suis moche. Vous vous rendez pas compte, hein? Vous savez pas ce que c'est d'être moche. Grosse, pas savoir quoi faire avec son corps. En plus, j'ai perdu mon boulot. Puis avec Ronald, tu sais, j'ai bien compris le coup du Monopoly. C'est parce qu'il me trouve trop moche. Et le film, et je sais que les résultats du film nous ont fait... Vraiment, on était heureux parce que ça voulait dire qu'on avait raison, quelque part, de raconter l'histoire comme ça, et la manière dont on les racontait, et que les gens avaient envie de voir ce genre d'histoire. Les gens qui faisaient de la comédie avec talent cherchaient toujours des vedettes. Ils n'étaient pas forcément très jeunes, ces vedettes, que ce soit De Funès ou Bernard Blier, ou Pousse, ou des acteurs merveilleux qui ont fait les films d'Audiard. C'est vrai que tous ces auteurs-là n'écrivaient pas facilement pour des gens jeunes. Pourquoi tu vas si vite? Mais qu'est-ce qui te prend? Je te quitte. Hein? Je te quitte. C'est pour ça qu'est né le Splendide, c'est pour avoir du travail, pour travailler, pour s'écrire des rôles qu'on avait envie de jouer, et parce qu'il y avait pas de...
Il n'y avait pas de matériaux dans le répertoire classique. Il y avait soit les jeunes premiers de comédie qui étaient absolument stupides, soit les classiques. Soit il y avait le boulevard, soit le classique, il n'y avait rien au milieu. Et puis c'est les premiers à faire ça sont été Café de la Gare et Bouteille, avec Coluche, Miu Miu, Guibet, Devers. Et puis nous, on est venus ensuite. Et finalement, et Jean-Marie, il était totalement dans cette mouvance-là de faire de la comédie, alors que toi, tu avais travaillé avec vraiment les Audiard, les Jean d'Agomont, disons des gens plus classiques dans la comédie. Il y avait quand même pas mal de gens dans le film. Dominique Lavanant, Thierry Lhermitte, méconnaissable, qui joue un Babacool. Il y avait Louis Rego, il y avait Daniel Auteuil. C'est quand même un casting avec que des gens qui à l'époque étaient assez peu connus et qui évidemment sont devenus tous très connus, quoi. Ami, la violence ne résout rien, tu le sais ça. Tu sais que tu as frappé une femme là. C'est une femme et tu vas t'excuser. Oh, salope! Tu es hystérique! Mais je te démonte la gueule, ma petite salope! Tu veux pas qu'on joue à quelque chose de plus amusant? On peut faire un Monopoly? C'est vraiment le personnage de Lydie, il est d'une extraordinaire modernité quand il a lieu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours regardable, à vrai dire, parce qu'il est réel, et le film est passé à la télévision longtemps et continuera encore longtemps, j'espère. J'espère. Le plus dur, effectivement, la chose la plus dure à caster, enfin à trouver l'actrice, ça a été pour le rôle de que jouait Ariane Martegui. Oui. Ça a été parce que il fallait une jeune femme qui soit très jolie, qui soit vraiment un profil de mannequin, c'est-à-dire quand on la voit, soit grande, mince, on se dit effectivement elle peut être un mannequin, et à la fois qui soit capable de parler. Salut, c'est moi la surprise. Je débarque à Paris, je connais personne. Tu me sauves la vie avec ton appart. Moi, c'est Eva, et il n'y aura jamais de problème avec moi. Quand j'avais eu la première idée du sujet, j'avais vraiment pensé au tandem Jerry Lewis et Dean Martin, oui. Parce que d'un côté, il y avait le beau gars, crooner, séducteur, et de l'autre côté, il y avait le comique, le clown. Et c'est pas toujours facile à faire, ce genre de tandem. Enfin, j'avais essayé de faire ça. Oui, ben moi, c'est Lydie. Avec moi, par contre, il y a un problème, parce que tout est arrangé avec l'autre personne, alors ça va pas du tout. Mais tout est réglé, panique pas, je vais chercher l'argent. On a fait des essais avec des dizaines de filles, et c'était pas très concluant quand même, parce qu'il fallait se taper en face entre Josiane, Lavanant, Auteuil. C'est quand même un match de boxe, un film, il faut quand même être à niveau, parce que sinon ça fait des déséquilibres désagréables. Et puis est arrivé Ariane, qui, je dois dire, a été un peu le personnage. Moi, je l'ai engagée tout de suite parce que rien que sa vie, c'était le personnage du film. Elle est arrivée, elle m'a dit « Ah, mais excusez-moi, d'abord elle m'avait collé 3 lapins, ensuite elle m'a dit « Je ne suis pas venue parce que j'étais à Rome, j'ai perdu mon portefeuille, avec tous mes papiers, on m'a tout piqué. » Alors voilà, alors je lui ai dit, ce que vous avez fait, bah rien, je me suis assis au milieu de l'aéroport et j'ai pleuré. Et il y a un type qui est venu et puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je lui ai dit, voilà, on m'a tout piqué, mais je devais aller à Paris, ben c'est pas grave, je vous emmène dans mon avion privé. Donc il la ramène à Paris, et puis il est très sympa, il était super sympa, il m'a amené à Paris, il m'a invité à dîner, et puis voilà. Je dis, mais il a voulu coucher avec toi? Et elle m'a fait... Non, pourquoi? Bon. Donc, à ce moment-là, j'ai pensé qu'on avait le personnage. Oui. Si je te file le cocktail, tu me files le joint? Merci. Agneau. Really? Il paraît que c'est aphrodisiaque. Lui, il doute de rien. Lui, il est prêt à draguer n'importe quelle fille la plus inaccessible et persuadé que ça peut marcher. C'est Louis Rego qui joue, faut dire. Hein, ça, voilà. Donc, il est poissonnier et il n'a absolument aucun complexe. Il pourrait draguer n'importe où, n'importe qui. Il pourrait entrer dans un palace à Cannes. Enfin, bon. Tu connais l'histoire du con qui dit non? Oui, oui, je la connais. Ah, tu la connais. Tu t'es déjà fait avoir, alors? Ah, moi, je connais pas. Je te la raconterai en privé. Et celle du poissonnier qui s'est fait sarrer?
je ramassais des miettes, quoi. C'était un peu ça l'idée. Et alors j'étais un peu timide, très timide aussi. Donc c'était un personnage qui m'allait bien, qui était sympathique à jouer pour moi. C'est-à-dire, un personnage qui est sympathique à jouer, en fait, c'est un personnage où on n'a rien à faire. C'est pas parce qu'on est feignant. Parce que la comédie, c'est quelque chose d'assez... comment dire, c'est assez étrange. On ne peut pas aller contre la nature. On a un physique, on a une enveloppe. Voilà, je pourrais jouer difficilement le rôle d'un bonhomme qui ferait 1m85. Lydie, attends. Laisse ton manteau dans la voiture. Pourquoi? On va pas payer le vestiaire, c'est trop bête. Oh. Il avait ce côté populaire, sans gêne. Voilà, le personnage du frère est d'un sans gêne extraordinaire. Ça, c'est drôle, c'est de là naît le comique. Dis donc, ton stylo, c'est de la merde, ça troue le papier. Je m'excuse. Hein. C'est un Mont Blanc. Hein. Ça vaut 4 fois le prix de ton pare-brise, alors faut pas écrire comme un charretier. Bon, d'accord, je vais continuer avec un autre. Pas de panique, je suis pas contrariant. Toi, il était remarquable. Les personnages étaient vraiment... on s'était bien amusé. Il y avait toute une galerie de gens... Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Et l'ermite qui se prend un bourre-pif. Pas galant de dire des choses pareilles à une dame. Ami, tu me fais affreusement mal. Et alors, il s'était fait une tête, parce que Thierry adore se faire des têtes. Il s'était fait une telle tête qu'il y a une de nos amies qui est venue sur le plateau. Il lui a parlé, il lui a dit bonjour, elle l'a pas reconnu. Il avait la barbe, il s'était fait mettre une fausse barbe avec des miettes Oui. de la nourriture accrochée à la barbe. Et c'est vrai qu'il était méconnaissable. La sole est délicieuse. Tu parles en direct de La Rochelle, 78 francs le kilo. Je veux, oui. Vous savez pas ce que vous perdez, hein. C'est vrai, t'aurais pu manger de la sole, c'est du poisson. Oui, tu sais, viande ou poisson, c'est du cadavre, hein, tout ça. Je lui ferai jamais. Va bien falloir. Hein. Non, j'ai pas faim. Puis d'abord, j'ai pas l'argent, alors je vais rentrer. C'est rien, ça, je t'invite. Allez, plus d'argent n'est pas mortel, viens. Et un jour, il y avait souvent des filles qui venaient faire un peu de figuration, des mannequins également, qui étaient censés être dans les dîners, puis dans les scènes un peu mondaines où se déroulait l'histoire. Un jour, il y avait une fille comme ça, un peu intimidée, et avec son pressbook sous le bras, et qui me racontait qu'elle était montée à Paris, qu'elle venait de Cannes, et que le métier showbiz c'était difficile, que c'était vraiment dur, et qu'il fallait qu'elle se batte et tout ça. Elle était un peu découragée. Et elle était très jolie. Je me souviens de lui avoir dit, bon, avec ta petite gueule d'amour, tu vas réussir, il n'y a pas de problème, tu seras une grande star demain. Et effectivement, un an après, elle était devenue très très connue, c'était Valérie Caprisky. Il y a quand même de fulgurantes conneries dans le film qui sont merveilleuses. Pour toi, tout s'arrange. Pour moi, c'est pas prêt de s'arranger, hein. Jacques, il y a trop de mousse. Arrange-moi ça. C'est mieux là? Oui, ça va mieux, oui. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je fais le bilan. Quand je reçois cette putain de je sais plus combien de centaines de litres d'eau sur la tête, Jean-Marie, il voulait faire qu'une seule prise d'abord, et surtout pour la réaction, parce que donc on a attendu, je m'étais installée sous la baignoire, quelqu'un devait enlever la bombe de la baignoire, en plus il avait rajouté des jets d'eau, enfin pour que ça fasse un jet, et la baignoire faisait 350 litres, c'était pas une petite baignoire. Et Jean-Marie me dit on va répéter, donc tu fais semblant. Donc j'étais détendue, j'étais censée attendre comme ça.
Ça, ma copine là-haut, qui finissait de prendre ses photos dans son bain. Et naturellement, il n'a pas donné le signal de la caméra. Tout le monde était au courant. Il a fait un signe. Ils ont commencé à filmer. Je n'avais pas eu de clap ni rien. L'eau m'est tombée dessus. Donc la réaction que j'ai n'est absolument pas jouée. La réaction, c'est la réaction de quelqu'un qui reçoit 300 litres d'eau sur la tête. Comme ça. Et à la fin, quand on a découpé, j'ai ri nerveusement pendant 10 minutes. J'ai ri nerveusement. En fait, c'était très dangereux. En réalité, c'était une imprudence. Tu ne me l'as pas dit, ça. Non, mais je ne l'ai appris qu'après. C'est longtemps après. Le film était sorti depuis longtemps. Et je parlais de cette scène avec un ami à moi, médecin, qui m'a dit, mais tu sais que c'est une grosse connerie parce que le poids comme ça peut casser le cou de quelqu'un. Donc il m'a dit, il faut j'ai échappé belle. Il faut pas du tout, il faut prévenir les gens pour qu'ils se tiennent bien droit, au contraire, être sûr qu'il n'y ait pas un problème. Mais tu savais un petit peu, parce qu'à un moment tu m'avais fait rire, tu m'avais dit, je sais qu'on allait tourner parce qu'elle m'a dit pendant toute la répétition il n'y avait personne, puis elle dit tout à coup j'ai vu arriver toute l'équipe du film qui était comme ça. Et elle a dit oh il va se passer quelque chose là. À mon avis il va se passer quelque chose. Parce que tout le monde était pour voir ça. Moi je me souviens de la scène et quand je revois le film et ça paye énormément parce que c'est vraiment du comique pur visuel. C'est ça qui est formidable. C'est vraiment un comique visuel. Oh non, c'est trop long. C'est mieux de partir pour 2 jours. Est-ce que je peux te parler en tête à tête? Pourquoi? Ça, on dirait maintenant, ça pourrait être vendu au téléachat, dis donc. Oui, c'est vrai. On avait inventé sur des... Ça existe, ces espèces de couveuses, je sais pas, on rentre dedans jusqu'au cou, et puis on met la vapeur, c'est un sauna, une espèce de sauna maison. Et naturellement, il n'y avait pas de vapeur, et il y avait de la fumée qui sortait de là. Mais c'est toujours pareil, ce sont des scènes... Il y avait 5-6 personnes qui fumaient dans le truc. Ce sont des scènes qui, à la revoyure, quand on les revoit, sont immédiatement drôles, parce que la situation est grotesque. C'est quelqu'un quand même qui est dans un autocuiseur en plastique. Qu'on oublie. Qu'on oublie, qui est toute rouge. On l'oublie, elle ne peut pas sortir. C'est un truc, c'est malcommode en fait, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire que si on se fâche avec la personne avec qui on vit pendant qu'on a ça, elle vous laisse cuire. On peut cuire. Non, c'était des... Mais c'est vrai que c'était des scènes qui... Là, c'est drôle en y pensant, mais c'était pas facile à tourner, parce que c'était quand même dans des conditions... Il y avait de la vapeur, on m'enduisait d'eau, de gras, de machin. Mais bon, c'est ça, je crois, faire rire. C'est sûr que si on est impeccable, si on est Grace Kelly, on fait moins rire. Et là, j'ai réalisé un vieux rêve d'enfance. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, il y avait Sylvie Vartan qui chantait « Je serai la plus belle pour aller danser » avec une très jolie robe rose. Et j'avais jamais pu trouver cette robe rose ou l'acheter, où j'avais pas l'argent. Enfin bon, cette robe rose avec des volants. Et là, j'ai demandé à la costumière qu'elle me fasse la robe rose de Sylvie Vartan. Vers mes yeux comme ça. Bon, mais... Et c'est vrai que cette robe et ses moon boots, parce qu'elle arrive en moon boots et elle se change, cette robe, vraiment, c'est dans le souvenir des spectateurs du film, ils en parlent. La robe rose avec les moon boots. Il faut là que tu danses de façon démente. Elle s'explose, elle a joué de façon extraordinaire. Tu veux faire un Scrabble? Oui, c'est une scène du film, on joue au Scrabble. Oui, ça c'est pareil. Quand on pensait à ces idées-là, nous, déjà on y pensait en les écrivant et on pleurait de rire en les écrivant, parce que c'est la fille qui essaye de me lancer un message grossièrement subliminal à travers le vocabulaire du Scrabble et qui se retrouve avec son partenaire qui met boudin, zéro, je sais pas trop quoi. Donc c'est... Ça, c'était un personnage très sympathique qui était Xavier Samacari. Qui a hélas disparu. Oui. Oui. La musique était faite par Catherine Lara, qui était une amie, de Josiane, qui a fait. Et puis il y a beaucoup de musique, de disques. C'était aussi, maintenant c'est devenu très à la mode de truffer les BO de disques à la mode. Mais c'est vrai que c'est un petit peu une obligation parce qu'il y a beaucoup de scènes qui vont se passer dans des boîtes de nuit, dans une
univers de gens qui sont jeunes, on écoute des disques, et c'est assez sympa de retrouver. Et on avait une bande extraordinaire. Il y a les Rolling Stones qui jouent, Talking Head. Ça coûtait moins cher à l'époque, peut-être. Ça coûtait moins cher à l'époque, et il y avait pas mal de très bons morceaux qu'on entend dans le disque. Ah ben après, donc, Jean-Marie a rencontré, par mon intermédiaire, la bande du Splendide. Oui. C'est ça aussi, disons, bon, il les connaissait, mais disons que le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça a rapproché tout le monde. Et lorsque on a décidé de mettre en scène Le Père Noël est une ordure, c'est bien évident qu'on a demandé à Jean-Marie de l'adapter et de faire avec nous. Parce que je crois que tout le monde était justement emballé par son travail, parce que c'était pas évident. C'était pas évident de trouver quelqu'un qui aurait le même plaisir que nous à travailler. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Les femmes sont plus calmes pour ça. Moi, je préfère les grosses, par contre. Si vous me demandez à moi, allez, il faut avoir le courage. Moi, j'aime bien les grosses.